Bonjour à tous. Un petit coucou à la Martinique, plus affectif parce que j'ai vécu là-bas pendant 2 ans. Alors voilà, je suis ravie de voir des Martiniquais sur ce webinaire, ça me fait plaisir. Voilà, donc moi je me présente, je suis Dominique Laville, je suis facilitatrice et formatrice en mind mapping. Je forme au sein d'organisations publiques ou privées, dans des établissements scolaires ou pas, des élèves et des enseignants. Alors, au cours de ce webinaire, en fait, moi, je vais vous partager ma connaissance et mon expérience. Et c'est vrai que je vais m'attacher plus particulièrement à la méthode ou comment ça marche et pourquoi ça marche. Voilà, je travaille beaucoup avec, pour en dire un petit peu plus sur moi, je travaille beaucoup avec des Québécois sur tout ce qui est cerveau et apprentissage depuis maintenant 3 ans. Et voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est important de connaître en fait et de savoir pourquoi le mind mapping, pourquoi tant d'engouement vis-à-vis de cet outil et comment ça fonctionne. C'est pas du tout de la magie, hein, on va voir que c'est vraiment quelque chose de très pragmatique. Donc, dans un premier temps, c'est moi qui vais parler, comme vous a dit Marc, et ensuite, eh bien, Marc nous donnera les différentes fonctionnalités du logiciel. On verra qu'effectivement, on peut faire des cartes manuelles, papier-crayon. Les cartes faites sur logiciel permettent d'autres, on va dire, d'autres fonctionnalités, permettent de partager les cartes, permettent de les diffuser, permettent de les corriger, de les exporter aussi en outil de planification. Donc, selon les besoins que l'on a, c'est vraiment très pertinent de faire l'un et l'autre. Les deux méthodes sont vraiment complémentaires. Bien. Alors, pour commencer, alors attendez, ça commence à bugger parce que j'ai pas. Ah voilà, ça y est. Je ne savais pas comment passer à la slide suivante. C'est mon premier webinaire. Alors, le mind mapping, c'est quoi? Eh bien, le mind mapping, c'est un outil qui permet d'organiser visuellement les informations et les idées. Vous avez plusieurs terminologies. Donc, ça peut être mind mapping. Vous pouvez aussi trouver carte mentale, carte d'organisation d'idées ou carte heuristique. Alors, carte d'organisation d'idées, typiquement, c'est la traduction des Québécois. Je vais peut-être enlever la caméra. Non, pas ça, la caméra. Voilà. Carte d'organisation d'idées, typiquement sur les Québécois avec qui je travaille, Gervais Sirois, qui a trouvé que cette traduction était la plus juste. Voilà. Et aussi, on entend fréquemment parler de carte heuristique. Carte heuristique, ça vient de Eureka. Hein, on a tous, dès qu'on prononce ce mot Eureka, on a tous à l'esprit l'image de Archimède sortant de son bain et ayant enfin trouvé une réponse à son questionnement. Et en fait, il y a vraiment dans le mind mapping, la carte heuristique, il y a vraiment cette idée d'émergence de sens et d'émergence d'idées. Quand on travaille en mind mapping, eh bien, quelquefois, on va travailler un concept et d'un coup, hop, on va en saisir, je dirais, l'essentiel. Et ça, c'est vraiment cet effet Eureka, c'est vraiment important. Ce n'est pas de la magie, hein, ça relève simplement du fonctionnement de notre cerveau. Et en fait, tout simplement parce que c'est un outil qui nous permet tellement d'approfondir et de s'approprier les sujets que finalement, on arrive à une compréhension qui pourrait paraître comme ça un peu magique, une émergence de sens, une émergence d'idées. Alors, bon, rapidement, le mind mapping, c'est qui? Alors, bon, je vous donne ces informations qui sont généralistes, mais je trouve que c'est quand même important. Donc, c'est Tony Buzan. Alors, Tony Buzan, c'est celui qui a modélisé et qui a beaucoup œuvré à la diffusion de cette approche, de cette technique. 2 best-sellers, on va dire. Le premier, Dessine-moi l'intelligence, et le deuxième, Une tête bien faite. Et il y a aussi une américaine qui est un peu moins connue, qui s'appelle Nancy Margules. Alors Nancy, elle a écrit un livre qui est fort intéressant, notamment pour les enseignants, qui justement a été traduit par Gervais Sirois, le Québécois avec qui je travaille, qui a été traduit il y a pas mal de temps, mais c'est vraiment un ouvrage intéressant. Quel que soit le niveau d'enseignement sur lequel vous œuvrez, il est pertinent et il apporte une approche très visuelle qui est riche et vraiment intéressante. Alors, bon là, donc, le mind mapping, ben, ça ressemble à quoi hein en fait, l'idée, c'était, ben, on met notre sujet au centre. Alors, comme vous le voyez ici, pour la thématique de ce webinaire, c'était apprendre avec le mind mapping. Si je fais une carte comme ça, l'idée, c'est de mettre la thématique au centre et ensuite, on voit qu'on a nos thèmes qui sont organisés de façon arborescente autour du sujet central. Donc là, on voit déjà une forte idée de l'organisation et aussi de la hiérarchie,
puisqu'on a ce qu'on appelle des branches principales et aussi des branches secondaires. Et plus on s'éloigne du sujet, et plus du sujet principal, du thème principal, et plus on va vers le détail. Et ce qui est intéressant dans les apprentissages, c'est que ça permet aux étudiants de se repérer dans le niveau d'importance des informations. Et ça va leur être utile aussi, de s'apercevoir, ça va leur permettre de s'apercevoir s'ils sont dans le sujet ou s'ils s'éloignent du sujet. Plus on s'éloigne du cœur et plus on s'éloigne de la thématique et plus on part vers le détail. Et donc, c'est intéressant de se poser la question et de savoir est-ce que je ne suis pas trop en train de m'éloigner du cœur du sujet. Donc là, apprendre avec le mind mapping, eh bien, on va dire que ça permet une mémorisation bien plus efficace parce que ça permet de mémoriser plus de connaissances pour longtemps et plus facilement. Ça, c'est lié à la spatialisation de l'information. C'est aussi organiser sa pensée, ses idées et ses connaissances. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au niveau du cerveau, l'organisation, elle est primordiale. C'est ce qui va, encore une fois, faciliter la mémorisation. Et quand je dis mémoriser, c'est pouvoir récupérer les informations. Ce n'est pas forcément les mettre dans sa tête et puis ne plus y avoir accès, mais justement pouvoir y avoir accès. Ça permet aussi de comprendre et de faire des liens entre les informations, d'identifier les points clés d'un cours, de saisir les enjeux d'une thématique et ça donne une vision globale et détaillée en simultané. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de contextualiser les informations. Et pour les jeunes, je trouve que c'est pertinent, ça va leur permettre de faire du lien quelquefois entre des cours de français et d'économie et d'histoire, de français et d'histoire, et peut-être de trouver un petit peu plus de sens dans justement les apprentissages qu'ils font, avec cette notion un peu de transversalité. Ensuite, il y a toute une partie imagination et créativité avec le mind mapping, et ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, de pouvoir libérer sa créativité, de pouvoir faire des liens qui sont des liens personnels et inédits, et aussi d'identifier ses besoins en matière d'apprentissage. Pourquoi? Parce que de les identifier et de les respecter. En fait, en matière d'apprentissage, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ce qui fonctionne pour l'un ne va pas forcément fonctionner sur l'autre. Quand on fait faire des cartes à nos étudiants, eh bien, il est intéressant de leur laisser la liberté de structurer et d'organiser le cours de la façon qui fait sens pour eux. Et ça aussi, c'est ce qui va leur permettre de se l'approprier, de le mémoriser. Ça va leur permettre de faire émerger du sens aussi, de comprendre. Et c'est ce qui va déboucher sur du plaisir. Et Dieu sait si le plaisir, c'est important dans les apprentissages. C'est une idée de se sentir capable de comprendre. Et aussi, ça va permettre l'engagement et le susciter. Parce qu'en fin de compte, un élève qui réalise une carte, il est forcément attentif et engagé dans ce qu'il fait. Sans attention, il n'y a pas de carte. Finalement, en résumé, on peut dire c'est un outil qui va leur apporter plus d'efficacité, qui va nourrir la motivation intrinsèque, qui va aussi augmenter l'estime de soi et développer leur autonomie. Et finalement, on veut des élèves motivés, autonomes, efficaces, gain de temps, avoir du plaisir dans leurs apprentissages, c'est vraiment un outil qui est pertinent. Très bien. Alors, là, je vous ai fait une carte, en fait, pour vous montrer les quelques règles à suivre pour concevoir des cartes. Et ce sont des règles qui est intéressant de communiquer aux élèves parce qu'effectivement, on va leur montrer simplement comment ça marche. C'est des règles qui sont toutes simples. Ça relève plutôt du bon sens. L'idée, c'est qu'on met notre thématique au centre de la carte, comme ceci. La thématique, ça peut être un sujet, ça peut être un personnage historique, ça peut être, je sais pas moi, en économie, le capitalisme, la Première Guerre mondiale en histoire géo, le romantisme en français, le triangle rectangle en mathématiques. Il y a tout un tas, en fait, c'est vraiment adapté à toutes les matières, hein, bien sûr. Et ça peut être aussi un questionnement ou un sujet.
Ça, c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met notre thématique principale au centre, ça oblige les élèves à se mobiliser sur le sujet de leur étude. Quelquefois, on s'aperçoit qu'ils apprennent un cours sans en connaître le titre. L'avantage, là, c'est qu'ils auront leur sujet toujours ici au centre et qu'ils ne le perdront jamais de vue. Ensuite, quand on travaille en mind mapping, on prend la feuille en format horizontal. Ça, c'est si on travaille bien sûr papier-crayon. Mais si vous imprimez des cartes pour vos élèves, je vous encourage à les imprimer aussi en format paysage. Pourquoi? Parce que notre vision, elle est plus large que haute. Et en fait, on peut bien dire que le mind mapping, on dit souvent que c'est un outil qui est biocompatible. Il est totalement adapté à notre physiologie. Et tous les écrans de télévision, de cinéma et d'ordinateur aussi, eh bien, respectent cette physiologie et sont plutôt à l'horizontale. Ensuite, on va essayer de prendre des feuilles blanches pour démarrer. Pourquoi? Parce que quand on passe du linéaire à l'arborescent, eh bien, on va essayer de se libérer de l'aspect liste, en fait. Donc, on va éviter d'avoir des feuilles avec des lignes ou des carreaux. On va essayer de les faire travailler plutôt sur des feuilles blanches. Et quand on travaille sur le logiciel, on va aussi veiller, comme je l'ai fait sur cette carte, à avoir un fond uni. Parce que ça, au niveau du cerveau, c'est plus reposant et c'est plus logique par rapport à cette démarche. Ensuite, alors donc la chose dont je vais vous parler, le cœur. Donc le cœur, il est au centre de la feuille. Je vous ai dit, on a une vision qui est plus large que haute, qui est panoramique, mais aussi on a une vision qui est centrale. Et notre regard va toujours revenir au cœur de la carte. Alors le cœur de carte, ça peut être un mot, une phrase, ça peut être aussi un dessin. On va essayer de le formuler de façon affirmative. Alors, affirmatif, ça veut dire simplement qu'on ne va pas utiliser la négation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, il y a de fortes chances que vous y pensiez. Donc, on va essayer, nous, de traiter au plus simple. Pour le cerveau, le plus simple, c'est d'aller sur une phrase affirmative. Il m'arrive de… Affirmatif, ce n'est pas pareil que positif. Hein. Il m'arrive quelquefois de travailler, quand je travaille avec des jeunes, de leur dire au cœur de la carte, en fait, on fait un travail collectif et au cœur de la carte, je leur mets comme question comment planter son examen, comment rater son contrôle de maths, comment rater un entretien. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, donc c'est une forme affirmative, mais qui n'est pas positive. Mais du coup, ça permet de faire émerger beaucoup d'idées, parce qu'ils ont en général beaucoup d'idées. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va prendre l'inverse. Ça, c'est une astuce qu'on peut utiliser aussi parce que ça permet de libérer la créativité, ça permet de les engager, ça permet d'aborder les choses sous un angle un peu plus rigolo. Et finalement, on fait ensuite une autre carte et on arrive à avoir les bonnes pratiques ou les bons conseils, mais de façon un peu plus incarnée. Ensuite, donc, sur une map, on a des branches. Les branches, on essaie de faire en sorte qu'elles soient souples et le plus organiques possible. De même que le cœur, je privilégie souvent moi, les formes de nuages. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démarche plutôt de créativité, de souplesse. Je vais vous montrer une petite… voilà, là en fait, sur cette page-là, j'ai réalisé 2 traits en fait. Hein, j'ai dessiné 2 traits. Il y a un trait qui s'appelle Tikatik et l'autre qui s'appelle Cholamol. Alors, en fait, si je vous dis qui est Tikatik, eh bien, il y a de fortes chances que vous puissiez répondre d'ailleurs dans le chat, hein, si vous êtes là. Moi, je ne vois pas forcément les réponses, donc je ne sais pas s'il se passe quelque chose. En tout cas, en fait, l'idée, ça, c'est de vous montrer que ce sont des formes que j'ai inventées, mais c'est pour vous montrer que souvent, bien sûr, toute personne ne me dit que Tikatik, c'est ce trait-là, parce que ce trait-là, il est rond et mou, alors que celui-là, il est, on va dire, acéré et pointu. Et ça, c'est pour vous dire que la forme, elle est aussi importante que le fond. Alors, attendez, parce que je n'arrive pas à revenir à ma précédente slide. Alors, comment je vais faire? Bon, je ne sais pas. Bon, si… alors, je ne sais pas si je peux être aidée. Comment je fais? Malheureusement, ça se passe au niveau de votre ordinateur. Peut-être faites échappe et après, sur Alors, échappe. Sur un Mac, je sais pas. Ok. Alors, attendez, je n'y arrive pas. Peut-être retirer le plein écran. Alors, pour retirer le plein écran, j'enlève mon écran, c'est ça? Ouais, peut-être. Non, je pense Plus. pas. Là, Alors, vous êtes.
Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? À revenir sur la slide précédente? Pour revenir sur la slide précédente, normalement, je le fais normalement très bien, mais bon, tant pis. Ok. Je vais essayer. Donc, c'est pas grave, mais bon, en tout cas, c'est dommage quand même. Ah, pourquoi ça marche pas? Ça devrait marcher très bien, ça. C'est au niveau du diaporama. Malheureusement, je connais pas. Escape, ça ne marche pas. Bon, Vous si j'appuie double-cliquez, là-dessus. si vous double-cliquez dessus, peut-être. Alors, voulez-vous désigner Marc Antel comme présentateur? Euh, J'annule. Non. Ça se passe pas au niveau de Bon, GoTo. En tout cas, ça se passe pas au niveau de GoToWebinar. C'est au niveau de votre ordinateur directement. ouais, ok. Après, Alors, bon, c'est pas grave, je vais. sûr. Bon, ben Là, non. ça y est. Là, Ah, vous ça y êtes. est, Ça super. y est. Super, bah c'est tout bête. J'avais pas appuyé assez fort. C'est l'émotion. Bon, voilà. Donc, en fait, je voulais vous dire que voilà, c'est important de garder des formes souples quand on travaille en mind mapping le plus possible pour être dans cette souplesse où finalement, c'est l'inverse d'un organigramme qui est extrêmement rigide et où on ne peut pas rajouter une branche. Quand on travaille en mind mapping, si un élève à un moment donné s'aperçoit qu'il a oublié une information ou bien qu'il a envie d'en rajouter une autre, eh bien cette idée de la forme et du fond, c'est important parce que la forme, elle parle, elle dit quelque chose. Donc on essaie de privilégier des formes plutôt souples et organiques. Ensuite, donc il y a des mots sur les cartes. Les mots, on essaie de les mettre sur les branches. Et on essaie aussi de mettre un mot par branche. Alors ça, c'est une règle qu'on a le droit de contourner, mais à bon escient, parce que ça, c'est vraiment la règle de Tony Buzan, un mot par branche. Ça a du sens, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'éviter de mettre des phrases longues et pesantes sur nos branches. L'idée, c'est de mettre le mot clé. Le mot clé, c'est celui qui va permettre de retrouver l'information. Alors, pour les étudiants, parfois, c'est pas facile de choisir un mot-clé. Pourquoi? Parce que quand on travaille en apprentissage, mais même nous, adultes, quand on va faire des prises de notes en réunion ou qu'on travaille, on va essayer souvent de rechercher l'exhaustivité et de ne rien perdre, de tout noter. Quand on travaille en mind mapping, on part du principe qu'on peut se faire confiance et que quand on aura identifié le mot-clé qui va nous permettre de retrouver l'information, eh bien, on va retrouver l'information. Bien sûr, ça nécessite beaucoup d'attention et ça nécessite un travail intellectuel et mental qui est important, mais c'est aussi pour ça, c'est ce qui a fait toute son efficacité. C'est pas du hasard si ça marche bien. C'est parce que les élèves, ils sont hyper concentrés, hyper attentifs. Pour respecter cette consigne, moi, ce que je fais, parce qu'au début, moi-même, quand j'ai commencé à faire des cartes, je faisais des phrases qui faisaient 3 km. Et c'est même, je m'amuse à montrer ces cartes en formation, même si j'en suis pas très fière, mais je suis fière d'être arrivée où je suis arrivée aujourd'hui en travaillant et en m'entraînant. Parce qu'en fait, j'avais simplement peur de ne pas être capable de reformuler une phrase à partir de mots-clés. Et c'est tout ce travail-là aussi qu'on va faire avec nos jeunes, c'est de leur dire, écoute, voilà, à partir du moment où tu as identifié les mots-clés, où tu as compris le sens, où tu les as bien positionnés, et bien sûr que ça laisse des traces dans ton cerveau et que tu vas pouvoir arriver à retrouver la phrase et à reformuler quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est vraiment important. Bon, bien sûr, si on doit mettre une citation, une formule mathématique, une formule juridique, un titre, bien sûr, on va pouvoir mettre dans un paquet, comme je l'ai mis là, plus de mots et une phrase ou une citation complète. Ensuite, quand on travaille en mind mapping, on va utiliser la couleur. La couleur, c'est intéressant parce que ça parle à une partie de notre cerveau. La couleur, ça sert la mémorisation et ça donne aussi du sens. Pourquoi? Parce qu'avec la couleur, on peut exprimer une notion d'importance et de structure. Par exemple, sur un cours d'histoire géo, on pourrait très bien imaginer mettre le nom des personnages importants de cette période dans d'une couleur et la mettre à chaque fois sur la carte. Donc ça, c'est aux élèves de voir un peu. Chacun peut choisir de dire, ben, moi, tous les personnages, je les mets de telle couleur. Ça peut être aussi des dates. Ça peut être des formules en mathématiques. Donc ça peut être intéressant d'avoir toujours les mêmes types d'informations, toujours de la même couleur. Mais ça peut être aussi simplement peut-être quelque chose qui est important ou quelque chose qu'il a tendance à oublier. Il identifie que quand il rappelle ce cours, eh bien, il y a une chose qu'il oublie à chaque fois. OK, il va se dire, attention, ce point-là, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être une exception. Enfin, l'idée, c'est de donner, de permettre en fait à ce que la couleur nous aide à donner du sens à notre carte et nous aide encore une fois à être plus
à s'approprier davantage le contenu. Ensuite, quand on travaille en mind mapping, eh bien, on utilise aussi des pictogrammes. Les pictogrammes, c'est super important et c'est vraiment intéressant parce que c'est impactant pour la mémoire, parce que c'est synthétique et en fait, on s'aperçoit, moi je fais toujours travailler sur les pictogrammes dans mes formations. Pourquoi? Parce que ça oblige une mobilisation totale de l'esprit, d'aller à l'essentiel et de comprendre les concepts. Et en fait, je pense qu'on est habitué aux pictogrammes, on vit au milieu de pictogrammes, hein, puisque le code de la route, c'est des pictogrammes, la météo, c'est des pictogrammes, nos écrans de téléphone portable et d'ordinateur, il y a beaucoup de pictogrammes. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour des enfants aussi qui sont plus en difficulté avec l'écriture, eh bien, c'est aussi intéressant le pictogramme. Là, c'est pour les plus jeunes. Mais voilà. Et puis, on pourrait imaginer avoir un code pictogramme dans un cours, ou alors que ce soit l'enseignant qui le donne ou que ce soit l'élève qui le crée. Voilà, ça peut être intéressant parce que ça permet tout de suite de retrouver l'information. Et je donne souvent l'exemple du code de la route. Imaginez si la signification des panneaux était écrite de façon linéaire. Je pense qu'il y aurait plus d'accidents qu'il n'y a aujourd'hui. C'est vraiment pertinent. Voilà pour ce qui est des règles. Donc là, on revoit Tika Tika Cholamol. Alors, donc moi, je dis que le mind mapping, c'est redoutable d'efficacité. Pour voir ça, en fait, pour savoir pourquoi c'est redoutable d'efficacité, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. L'idée, c'est de comprendre que, en fait, le mind mapping, c'est complètement compatible avec le fonctionnement de notre pensée, qui n'est pas linéaire, mais arborescente. Et Socrate n'a rien écrit, c'est pas pour rien. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche et pourquoi ça marche. Parce que ça ne relève pas de la magie, c'est simplement que c'est un outil qui permet de solliciter toutes les compétences de notre cerveau. Alors, on va avoir deux approches, on va dire, une approche hémisphère droit, hémisphère gauche, et puis une approche plus sur une coupe latérale du cerveau. Alors, en ce qui concerne hémisphère droit, hémisphère gauche, je suis toujours prudente sur la façon dont j'aborde la chose. Pourquoi? Parce que, à l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Roger Sperry. Il travaillait sur des personnes qui étaient épileptiques. Et à l'époque, les épileptiques, on les traitait en sectionnant en fait le corps calleux qui séparait les deux hémisphères. Et à partir de là, il a dit, lui, eh bien, telle compétence se trouve à droite, telle autre compétence se trouve à gauche. Aujourd'hui, avec la plasticité du cerveau et toutes les compétences qu'on a sur le cerveau, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est que cette approche, elle permet de montrer la complémentarité de nos différentes compétences, des différentes compétences du cerveau. Donc, pour commencer, finalement, si on considère l'hémisphère gauche, on aurait d'un côté, donc à gauche, plutôt le traitement des mots, de la linéarité, et de l'autre côté, la couleur. Je fais référence à un test qui s'appelle le test de Stroop, où on vous montre un mot d'une certaine couleur. Par exemple, si là, je vous dis de quelle couleur est écrit ce mot, si je vais très, très vite, eh bien, vous allez peut-être me dire orange. Mais la plupart, pardon, vous allez peut-être plutôt me dire c'est des mots, parce qu'on sait lire. Maintenant, nous, adultes, on sait lire. Et en fait, c'est cette aptitude de la lecture qui prend le pas sur la couleur. Donc, je pense que vous connaissez ce test, il est assez connu et c'est vrai que c'est important de montrer voilà, la complémentarité des deux. Si par contre, je vous montrais un mot écrit en chinois ou en russe, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous me donniez plus rapidement la couleur, à moins que vous ne sachiez lire le chinois ou le russe. Ensuite, sur la partie hémisphère gauche, on trouvera plutôt la logique, l'imagination plutôt à droite. Hein, on a la réputation d'être plutôt créatif à droite. Les compétences de la créativité. À gauche, le détail, à droite, la vision globale. À gauche, tout ce qui est de l'ordre de la procédure et à droite, tout ce qui est de l'ordre du processus, donc le côté plutôt systémique. L'aspect rationnel à gauche, l'aspect intuitif à droite, l'analyse serait à gauche et la synthèse plutôt à droite. Et l'avantage du mind mapping, c'est qu'il permet d'utiliser toutes les compétences de notre cerveau en même temps. Alors même que dans notre système, d'éducation, ce sont les compétences logico-mathématiques et verbalo-linguistiques qui sont plutôt valorisées. Là, en fait, on va utiliser les compétences de notre cerveau dans sa totalité. Et moi, je donne souvent l'analogie avec marcher sur 2 jambes ou une seule. Eh bien, c'est vrai que ça fait pas...
il n'y a pas de doute, c'est mieux de marcher sur ses deux jambes. Donc, ça va être pareil sur les apprentissages. Ensuite, une autre approche là qui est un petit peu plus, qui est un peu différente. Alors, c'est arrivé dans les mêmes années. Alors, lui, c'est MacLean. MacLean, lui, en fait, il a voulu, comment dire, travailler et représenter l'évolution du cerveau dans l'histoire de l'humanité. Et là, en fait, on va voir que lui, il dit on aurait 3 niveaux en fin de compte. Il y aurait un premier niveau du développement du cerveau de l'être humain qui est le niveau reptilien. Donc ça, c'est la partie, on va dire, instinctive, réflexe et non programmable de notre cerveau. C'est vraiment l'histoire de notre humanité qui fait qu'aujourd'hui, si on voit un lion, on part en courant et puis on ne se pose aucune question. C'est vraiment la survie ici, l'instinct, la survie, la fuite, l'agression. Ici, on a une évolution un peu plus tard, la partie limbique, qui est le siège de nos émotions. Et enfin, arriver ensuite, la dernière étape de l'évolution du cerveau humain, c'est le néocortex. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit une information entrante, elle doit passer d'abord par, on va dire, le filtre du reptilien. C'est pas dangereux, bon, ben ok, elle peut monter ici sur la partie émotionnelle. Tant que les émotions, ça passe, l'information ne génère pas une grande peur, un grand stress, quelque chose de douteux, de la crainte, hop, on va pouvoir réfléchir. Ça va partir, ça va aller dans la partie, on va dire, du néocortex qui nous permet de réfléchir, d'aller dans l'abstraction. Ça, c'est important quand on enseigne parce que ça, en fait, ça veut dire simplement que si on a un élève qui est dans un état de stress important, il ne sert à rien d'essayer de le faire réfléchir. L'idée, c'est plutôt de valider que s'il est bloqué ici au niveau de l'émotionnel, de quelque façon que ce soit, c'est la première chose qu'il va falloir traiter, c'est essayer de veiller à ce que les émotions soient posées et qu'après, on va pouvoir passer ici. Antoine de la Garandrie, en gestion mentale, a écrit un bouquin, c'est Apprendre sans peur. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, franchement, si le niveau émotionnel est complètement saturé et qu'ici, au niveau du limbique, il y a un blocage total, ça n'ira pas jusqu'au niveau de la réflexion. Alors, c'est important, le lien avec le mind mapping, c'est que simplement, quand on travaille en mind mapping, on tient compte de tout ça et on sait à quel point aujourd'hui les émotions sont importantes dans les apprentissages. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le mind mapping, c'est un outil qui, à la fois, fonctionne comme notre cerveau, certes, on l'a vu tout à l'heure, hémisphère droit, hémisphère gauche, mais aussi qui tient compte de nos émotions et de notre intuition. Parce qu'en fait, par la couleur, par les pictogrammes, par les mots-clés, par cette organisation de l'information qui va être personnelle finalement, eh bien, ça va permettre d'être, je dirais, dans un niveau émotionnel même plutôt apaisé, mais à la fois suffisamment impactant pour faciliter la mémorisation. On sait aujourd'hui, depuis les travaux de Damasio, à quel point les émotions sont importantes dans les apprentissages. Alors, quelques exemples de cartes, je me dépêche parce que je vois que je suis déjà pas mal avancée. Quelques exemples de cartes. Ça, ce sont des cartes. C'est une carte qui a été faite à la main par une enseignante lors d'une formation sur Voltaire. Donc, en fait, voilà. Donc, lui, c'était en fait son programme. Ça rentre dans le programme, ça rentre sur le sujet des luttes, des approches contre l'injustice. Donc, la biographie de Voltaire, les dates, sa formation, ses idées, qu'est-ce qu'il a voulu faire, quelques ouvrages, quelques dates aussi, ses outils pour faire ça, et enfin, son engagement, comment il s'est engagé. Donc là, je vais vous présenter une série de cartes qui ont été faites et manuelles et sur les logiciels. Voilà, ça c'est un cours de biologie, donc pareil, ça c'est une enseignante qui a fait ça lors d'une formation avec moi. Voilà, le tube digestif, l'anatomie, on voit bien l'organisation, on voit bien combien on va vers le détail de plus en plus. D'accord? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une carte aussi que j'avais trouvée, j'avais à cœur de vous partager parce que je la trouve chouette. C'est une enseignante aussi qui me l'a faite sur la pression sanguine. D'un côté, en fait, on a tous les. Alors, je ne connais pas, hein, je ne suis pas une experte de la pression sanguine, mais en fin de compte, il y a toutes les parties du cours qu'il fallait connaître, ce que c'est, avec les formules. Voilà, sachant qu'on peut toujours rajouter, c'est l'avantage aussi sur les cartes faites avec des logiciels, c'est qu'on peut toujours rajouter des fichiers. Ça, c'est Marc qui va nous en parler tout à l'heure.
des fichiers qui seront liés en fait à nos branches. Et après, elle avait mis ici sur ce côté en fait les différentes situations d'utilisation de la pression sanguine. Voilà, donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. C'est pour vous montrer différentes façons de présenter les cartes. Ça, c'était un exposé sur donc Joseph Kessel. Donc, comme on l'a vu, hein, le sujet au centre. Bien sûr, on met les dates, c'est bien parce que ça nous permet de gagner de la place après. Ce qui est important quand on fait des cartes, c'est de bien, comment dire, gérer l'espace et l'espace et la lisibilité. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'on essaie de mettre un maximum d'informations sur une feuille A4. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, bon, par exemple, Kessel. Alors, si je résume, il y a les bénéfices du mind mapping, c'est une vision globale et détaillée en simultané. Ça, c'est le seul outil qui permet ça. Dans la linéarité, on n'aura jamais ce genre de choses. J'organise l'information de la façon qui fait sens pour moi. C'est ce qui va développer l'engagement aussi et l'accès au sens pour l'élève. Dès lors qu'il comprend, c'est plus agréable. Respecter les besoins en matière d'apprentissage, les besoins de chacun. On peut avoir sur un même sujet des cartes très différentes, ce n'est pas un problème. Respecter le fonctionnement du cerveau humain. Mobiliser toutes les fonctions cognitives, on l'a vu. Rend l'apprenant acteur, ça c'est vraiment important. Et nourrit la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient vraiment de l'intérieur. C'est l'inverse de la motivation carotte-bâton, j'allais dire, punition-récompense. Alors, comment introduire le mind mapping dans les classes? Hop. Alors, moi, je pensais que là, on pourrait, je ne sais pas si on peut parler ou pas, Marc. Ou est-ce qu'il y a des questions? Non, je pense que non, continuez. Non, non, c'est bon. On a encore un petit, ouais, on a encore un petit peu de temps. Moi, pour moi, en fait, voilà. Donc, comment introduire le mind mapping dans les classes? Moi, je dirais qu'il faut le faire de façon prudente. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on se dit ah bah tiens, le mind mapping c'est super, donc c'est génial les cartes mentales et on en met dans tous les manuels. Et on dit aux élèves bah voilà, vous prenez une carte et vous la prenez. Pour moi, ce n'est pas la solution idéale, parce que ça pourrait marcher avec certains élèves, mais il y en a d'autres qui peuvent dire non, non, on en a ras-le-bol, moi, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, l'intérêt du mind mapping, c'est vraiment de changer de posture sur sa façon d'aborder la connaissance. C'est finalement presque, ce serait de donner à l'élève le cours et de leur dire, eh ben, tiens, faites une carte sur le cours, mais vous avez le cours à disposition. L'idée, c'est que ça va leur permettre quoi? Ça va leur permettre d'aller piocher dans le contenu et de voir comment ils peuvent organiser le contenu. Et c'est en faisant ce travail qu'ils vont s'approprier le contenu. J'ai formé un enseignant dans un lycée technologique à côté de l'île de Léron. Et c'est un enseignant en biologie et il intervient auprès de jeunes futurs ostréiculteurs. Et en fait, il était très sceptique tout le long de la formation. C'était sympa parce qu'il me posait des questions pertinentes. Il m'obligeait aussi à me confronter un peu. Je trouvais ça chouette. Et en fait, quand il a été le premier à mettre en place les cartes dans sa classe, et une semaine après la formation, je recevais les cartes des élèves qui avaient été faites. Et donc, je lui pose la question. Il y en avait qui étaient, on va dire, pour nous enseignants, pour nous adultes, on disait ouais, super, elle est super bien faite, elle est complète et tout, très bien, ok. Mais n'empêche qu'ils disaient, ça les oblige à aller fouiller dans le cours. Et ça, c'est vraiment le premier avantage, c'est de dire ils vont aller fouiller. Donc ça, c'est important pour moi. D'y aller avec prudence, d'y aller à dose homéopathique, de laisser les élèves un peu patauger dans la choucroute, s'approprier l'outil, bien sûr leur donner les règles. C'est important d'être formé, franchement, pour mieux proposer ça, pour avoir une maîtrise de l'outil soi-même déjà. Et le proposer, j'allais dire, voilà, de façon homéopathique. Ils peuvent faire des cartes individuelles, ils peuvent faire des cartes collectives. Ça peut être, c'est des cartes qu'ils conçoivent eux. Ils peuvent les corriger les cartes. Bien sûr, au début, moi-même, quelquefois, quand j'aborde un sujet, je suis obligée de faire 3, 4, 5 cartes brouillon pour arriver à la carte que je trouve vraiment pertinente et que je vais conserver. Donc, il va falloir l'introduire, voilà, dans ce sens. Ensuite, souvent, les enseignants me posent la question, est-ce que je dois noter une carte? Alors, moi, j'ai tendance à dire que si c'est pour mettre une bonne note, notez-la. Si c'est pour mettre une mauvaise note, questionnez-la. Questionnez l'élève et questionnez la carte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Le but, c'est pas de leur rajouter un outil qui va les mettre en difficulté. Le but, c'est de leur proposer un outil qui va pouvoir les aider à s'approprier le cours en toute bienveillance, en laissant les principes d'appropriation, de temps, d'essai, d'erreur. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment changer de posture. Et le temps investi pour faire une carte, c'est un temps qui n'est jamais perdu. Parce que dès lors que l'élève est acteur, il se passe quelque chose au niveau de son cerveau. Le Québécois avec qui je travaille, Gervais Sirois, me dit toujours qu'il a été directeur d'un établissement, il avait plus de 3000 élèves, et il dit toujours, pour 30% des élèves, c'est une bouée de sauvetage. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Je n'ai peut-être pas été exhaustive, c'est impossible en 25 minutes. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dominique. Ce qu'on va faire, il y a quelques questions qui sont proposées. Ce que je vais faire, comme on est un petit peu évidemment contraint par le temps, et c'est vrai que c'était déjà difficile de le faire, j'imagine, dans une demi-heure. Je vais prendre la main et donc je vais présenter comme prévu et comme promis donc un logiciel de carte mentale qui va pouvoir permettre de mettre en œuvre ce que vous avez montré. Ce logiciel, c'est MindView. Donc c'est un logiciel qui est déjà connu dans le secteur de l'éducation nationale. On a à peu près 1500 établissements qui l'ont aujourd'hui en France. Ce qu'on va faire, les différentes questions, je pourrais, si on a le temps, les évoquer à la fin du webinaire. Sinon, évidemment, suite au webinaire, je pourrais envoyer une synthèse par email avec les coordonnées de Dominique, notamment les miens, pour ceux qui voudraient échanger un peu dans le détail, si on n'a pas le temps de les voir aujourd'hui. Donc en tout cas merci. Normalement j'ai partagé mon écran et là vous êtes revenu sur mon écran. Et Dominique, juste par question de confort, je vais couper aussi votre micro pour l'instant. Ok, et moi je vais... Très bien. Donc le but maintenant c'est de vous montrer comment on crée une carte avec un logiciel. Donc là je vous présente MindView. Alors des logiciels de carte mentale, et là on existe plein. Nous, le nôtre a des spécificités qui intéressent notamment dans le secteur de l'éducation, et je vais essayer de les montrer rapidement. Donc dans l'outil, on a d'ailleurs différentes vues. On a cette vue mind map, donc carte mentale, carte heuristique, comme on l'a dit, elle est ici. Mais on va pouvoir aller plus loin. Donc notamment, on a des professeurs qui utilisent MindView aussi dans des contextes de projet, pédagogie de projet, où à un moment on veut visualiser son projet dans des notions, dans des vues chronologiques. On va pouvoir le faire en basculant ensuite vers la vue ligne de temps et planning Gantt. Donc dans ce cas-là, la carte nous aidera à formaliser le projet, le décomposer et ensuite de le planifier dans le temps. Ça, c'est un usage qu'on retrouve beaucoup dans les établissements. Dans les usages aussi éducation que l'on a, on a tout simplement, mais Dominique l'a mentionné, des professeurs qui utilisent le logiciel pour préparer des séquences pédagogiques, puisqu'à l'intérieur de ces branches, on va aussi pouvoir y associer tous les documents annexes, des liens vers des pages web, des liens vers des informations en ligne et des informations complémentaires, notamment. On a des élèves aussi, notamment de lycée, qui doivent faire des rapports, des dossiers. Donc s'appuie sur MindView et la carte mentale pour préparer le plan, organiser leurs différentes notes ou documents. Et ensuite, je vous montrerai des fonctionnalités du logiciel qui permettent de générer d'autres supports qu'on doit remettre dans ce cas de rapport, un document Word ou LibreOffice par exemple. Ce que je vais faire tout de suite, je vais lancer donc la vue mind map. Donc là, quand j'arrive, on voit la racine, le cœur, donc on peut en avoir des différentes formes. Je sais que tout à l'heure, ça a été mentionné d'avoir quelque chose plutôt format nuage, à vous de choisir. Petite parenthèse, on veut que l'outil soit le plus simple possible. Il est utilisé depuis la 6e, donc on sait que les professeurs et les établissements n'ont pas des heures et des heures à passer pour se former à un outil. On fait en sorte qu'il soit le plus simple possible, donc c'est-à-dire des gros boutons. Je fais passer ma souris sur un bouton, il y a la définition qui apparaît, il y a le raccourci clavier qui apparaît entre parenthèses, là pour brancher entrée, et notamment ce que vous avez l'habitude de faire, disquette et retour en arrière, donc enregistrer
notamment pour la disquette, et la flèche pour retourner. Donc là, je vais y mettre le nom du sujet que je vais traiter. Alors, simplement, je vais prendre les présidents français. On va imaginer que je vais travailler sur ce sujet-là. Alors, évidemment, on peut le faire, ce travail seul, comme Dominique l'a dit, ou en groupe. Donc, je vois aussi des professeurs qui, par exemple, mettre un élève au clavier et vont s'appuyer sur la carte pour animer une réflexion, animer une synthèse de séquences, par exemple, à la fin d'un cours. Donc là, je mets président français. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser soit le bouton sous-branche qui est ici. Ça va créer des branches de niveau hiérarchique inférieur. Donc, je vais y mettre, comme on a dit, des mots-clés. Dans ce cas-là, je vais mettre un président, François Mitterrand. Donc, je suis positionné sur François Mitterrand. Si j'appuie maintenant encore sur sous-branche, ou le raccourci clavier, c'est insert, ça fait une branche de niveau hiérarchique inférieur. Donc, je vais juste mettre des mots-clés. Donc là, peine de mort, une des thématiques que je vais traiter dans cette partie-là. Je vais me remettre sur Mitterrand, je rappuie sur insert pour bien comprendre. Hop, ça refait une sous-branche. Et là, on va parler du traité de Maastricht. Donc, tout simplement, là, je vais pouvoir noter mes idées. Alors, ce que je vais faire en général, quand je vais commencer quelque chose de nouveau et que les idées vont un peu arriver en vrac, et c'est là une des différences, notamment avec le fait de le faire au format papier, c'est que là, dans un premier temps, je vais pouvoir noter toutes mes idées, toutes les idées qui me passent par la tête. Donc, je vais pouvoir me dire, bah tiens, je vais mettre quelques présidents, Jacques Chirac, mais je sais qu'à un moment, je veux parler, par exemple, des lois de travail. Donc, je vais peut-être mettre cette thématique ici. J'appuie sur Entrée. Bon, je sais que je vais parler de Nicolas Sarkozy, je vais parler de François Hollande. Voilà. Maintenant, je me dis que je vais aller un peu dans le détail. Je vais pas parler de loi de travail. Je vais parler des lois des 39 heures. Voilà, tout simplement. J'ai une note ici. Hop, je vais en mettre une autre, loi 35 heures. Donc, j'appuie sur Entrée. Je mets une idée. J'appuie sur Entrée. Je mets une idée. Voilà, tout ce qui passe. On va parler de la crise économique, par exemple. Et après avoir noté toutes ces informations-là autour de ma racine, je vais pouvoir les réorganiser. Donc, tout simplement, si les 35 heures, ça vient dans la partie sous Jacques Chirac, clic gauche et je déplace. Donc, c'est là, à un moment donné, quand je vais voir un petit peu plus clair autour de mon sujet, je vais pouvoir retravailler et réorganiser mes idées tout simplement. Donc, tout simplement, j'utilise ces deux boutons, insert et entrée, pour ensuite compléter cette carte. Voilà, faire des petites fautes. Donc, tout simplement, j'appuie sur Entrée, Insert, je réorganise mes idées au fur et à mesure et je la complète. J'ai cette vue globale, je peux naviguer d'une partie à l'autre. Là, je me mets du côté de Jacques Chirac. Hop, je vais mettre, par exemple, je sais que je vais parler des essais nucléaires. J'ai noté ça. Donc, j'appuie sur Entrée, je mets une idée, j'appuie sur Entrée et ensuite, je les réorganise. Au niveau des couleurs, si je veux mettre d'une certaine couleur, peut-être les éléments les plus importants que je veux mentionner ou des éléments que je veux lier à l'intérieur de ma carte, je peux les sélectionner avec CTRL et dans Format, donc je vais pouvoir les colorier ici. D'accord. Pareil, lorsque je suis en train de préparer un plan, évidemment, un plan de cours, un plan de projet, un plan de dossier. Dans cette carte, je vais pouvoir ajouter une hiérarchie, c'est-à-dire une numérotation. C'est ce bouton-là qu'on a intégré. Ça va automatiquement, vous n'avez pas besoin de les taper à la main, ça va automatiquement insérer dans les branches et les sous-branches cette numérotation, dans le sens aigu d'une montre, en commençant par midi. Donc, 1, Mitterrand, 2, Jacques Chirac, 3, Sarkozy. Évidemment, si je peux redéplacer ces branches, ajouter des nouvelles branches, là, la numérotation va continuer à se faire automatiquement. Imaginez qu'un élève vous présente ce travail. D'un coup d'œil, vous allez comprendre déjà la structure et les idées qu'il a faites, et puis le guider, l'aider peut-être à réorganiser sa carte. François Hollande, peut-être en carte pour une question chronologique, et ensuite peut-être modifier ou retravailler ces éléments-là. Donc voilà juste comment créer une arborescence simple avec Manju, branche et sous-branche, et je réorganise les idées. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire,
c'est ajouter de l'information détaillée. C'est le but d'utiliser un logiciel, c'est que dans un cours ou un travail, on a des éléments complémentaires. Donc sans alourdir ce qu'on a à l'écran, on va compléter ce travail. Donc je peux mettre ici sur peine de mort, et là j'ai un bouton qui s'appelle la note. Donc là j'ai un espace où je vais pouvoir maintenant rédiger. Quand je fais un rapport de stage, j'ai des paragraphes de texte, évidemment. Donc par exemple, je vais mettre Robert Badinter a présenté le projet de loi à l'Assemblée en septembre 1981. Voilà. Je peux taper une autre phrase, par exemple. Donc là, vous pouvez mettre, vous pouvez taper plusieurs phrases, évidemment, paragraphe de texte entier, mettre des tableaux, des images dans cet espace-là. La loi a été votée en septembre 1980. Donc là, vous pouvez taper du texte, mettre des puces et numéros, etc. Donc comme ça, dès que l'information est là, pour éviter de la perdre, on va l'organiser et la centraliser dans la carte. L'éditeur de notes, vous pouvez le fermer pour garder cette vue globale, pas alourdir ce qu'on a à l'écran. Par contre, elle est enregistrée automatiquement. Donc si à un moment donné, je veux lire cette note, la modifier, j'ai tout simplement à venir ici, je clique et je récupère cette note. Ce qu'on peut mettre aussi à l'intérieur des branches, c'est tous les documents annexes. Imaginons que j'ai trouvé un petit document PDF sur la peine de mort, j'ai une petite vidéo que j'ai trouvée aussi que je veux présenter, je me mets sur peine de mort, je clique sur objet et je vais chercher à l'intérieur sur mon ordinateur. Donc j'ai un dossier, les présidents français, ici, dans lequel j'ai un petit PDF sur la peine de mort dans le monde et j'ai un autre, là je clique sur objet. Vous pouvez mettre n'importe quel type de fichier, des fichiers son, je pense au professeur de langue, des fichiers de n'importe quel logiciel, des images, je vais mettre une vidéo par exemple à ce sujet-là. Et donc dans la branche, quand on va vouloir maintenant accéder à ces documents, pas besoin d'aller chercher dans ses dossiers sous-dossiers, je clique et je récupère ces documents annexes. Autre chose au niveau de la branche, pour illustrer un mot, ça a été mentionné évidemment tout à l'heure, on va utiliser des images. Donc là, j'ai un bouton qui s'appelle image intégrée, donc je reste sur la branche peine de mort, je clique sur image intégrée et je peux venir sur mon ordinateur, dans mon dossier président français, je vais y mettre une image de Robert Badinter par exemple, voilà, hop, etc., etc. Donc toutes les images que vous avez trouvées, on va choisir le drapeau de la France ici, par exemple, on va pouvoir les intégrer. Donc je choisis la branche, je choisis l'image et après ça va s'intégrer. Sinon on a une bibliothèque d'images dans laquelle les images sont classées par matière. Là j'ai fait une recherche par mot-clé France, voilà, il y a François Mitterrand, je le fais glisser. Donc là c'est une petite bibliothèque d'images que vous devez voir, classée par matière, sciences physiques, sciences de la Terre, histoire, géographie, etc. Et pour pointer vers des articles en ligne, des vidéos en ligne par exemple, on ne sait jamais trop où mettre ces liens URL. Nous, avec Hyperlien, on va pouvoir les intégrer ici. Donc, je pars du centre, je note mes idées autour, dans un premier temps un petit peu en vrac, si je ne maîtrise pas encore le plan et la structure de mon travail. Ensuite, je réorganise les idées en glisser-déposer avec la souris. Avec la numérotation, je vais insérer un peu de hiérarchisation. Et je complète avec note, image, objet, hyperlien. Donc voilà comment on construit une carte. Et comme je l'indiquais, le jour où vous lancez dans l'utilisation de MindView, vous avez juste à utiliser ces boutons-là. Et déjà, ça va être la possibilité de créer vos cartes facilement. Mais ce qu'on va pouvoir faire maintenant, et ce que je vais vous montrer là, c'est une des raisons principales pour lesquelles les professeurs, les établissements s'équipent de MindView, c'est que ce travail-là, on va pouvoir le générer sous d'autres formes. Parce que souvent, un rapport, un cours, on va le mettre sous du Word, sous du PowerPoint, sous du LibreOffice. Et bien, on va générer ce travail automatiquement à partir de MindView. Donc, ce que je vais faire fichier. Et ça s'appelle ce qu'on appelle les exportations. C'est exporter. Donc, je vais choisir exportation Word, personnaliser. Je vais choisir un modèle et je clique sur enregistrer. Donc comme ça, il y a
pas cette frustration de se dire bah, j'ai créé une carte, très bien, ça m'a aidé, mais maintenant il faut que je fasse un autre support un peu standard ou officiel. Bah, ce travail, on va le générer, je vais vous laisser juste quelques secondes pour regarder. Voilà, les présidents français, c'est ce qu'il y avait dans la racine, l'image de la carte, la table des matières, qui s'est construite sur la même décomposition, même structure que la carte, et ensuite tous les éléments que j'avais pu intégrer au fur et à mesure, on va les retrouver. Si il y a des informations que je souhaite plus, vous êtes dans un document Word, vous pouvez supprimer les images, compléter les notes de texte. Donc tout ce qui est notes de texte, on les voit apparaître ici. Vous avez vu en tant que entre contenu de chacune des parties. Voilà, donc maintenant vous êtes dans un document Word que vous pouvez finaliser. Donc au lieu entre guillemets de se jeter tête baissée dans une page blanche dans Word avoir un peu la peur de la feuille blanche, la peur de démarrer, la peur de se tromper, on a une première phase de réflexion souple, simple, on déplace, on réorganise, on peut faire valider avec son prof par exemple et après exporter vers Word. Donc ça, c'est une exportation qu'on voit très utilisée. C'est une des raisons principales pour lesquelles les établissements s'équipent de l'outil, hein, j'insiste. Ceux qui ont des élèves qui doivent faire des rapports de stage, on m'a donné ça comme exemple, où là, le professeur, ce qu'il a fait, il a tout simplement préparé un plan de rapport de stage, présentation des entreprises, ses activités, etc. Et l'élève va compléter chacune des parties, donc description de l'entreprise, va taper ici un peu les informations qu'il a trouvées, mettre dans les activités ce qu'il a fait, les photos de ses réalisations, etc. Et lorsque ce travail est fini, exportation vers Word pour générer le support associé. Ce que je vais vous montrer aussi, ce qu'on peut faire à partir de ce travail-là aussi, c'est une exportation vers PowerPoint, dans le cas où on a envie de générer ce diaporama PowerPoint, qui peut vite aussi être bloquant. PowerPoint, c'est un bon outil de présentation, mais c'est pas un outil pour mener une réflexion, visualiser l'ensemble de son plan, c'est pas simple, on n'a pas cette vue globale. On fait ce travail, ce qu'on propose de faire ce travail dans la carte mentale de MindView, et ensuite d'exporter toutes ces informations-là dans PowerPoint. Vous choisissez votre masque, vous cliquez sur exporter, et ensuite on va retrouver ce travail dans un diaporama. Donc les présidents français, voilà. Et donc tous les éléments qu'on avait pu mettre dans les branches, notamment les images, s'intègrent automatiquement dans les diapositives, etc. Vous êtes dans PowerPoint, s'il y a trop de texte, l'image est trop petite, trop grande, vous pouvez modifier ces informations-là. Donc ça, c'est une grande partie de l'outil. La carte mentale, mais on ne fait pas que la carte mentale, on peut exporter. C'est une grande différence avec les gratuits et MindView. Et ensuite, et je vais vous montrer un exemple, on a ces fonctionnalités de projet, donc notamment la ligne de temps et le planning Gantt, que je vais vous montrer dans le cadre d'une progression pédagogique en sciences de gestion. Ça nous est donné par un professeur de l'Académie de Lyon. Donc là, ce qu'elle a fait, elle a utilisé la carte pour décomposer ces séquences, donc voilà, sciences de gestion, des thématiques, des problématiques, et à la fin, différents chapitres. Et maintenant, elle disait comment ça va se séquencer sur l'année. Au lieu d'aller dans Excel ou Word, passage vers Gantt, où là, elle a ensuite planifié ces différentes activités, donc avec des dates à gauche, ici, on peut mettre des dates de début, des durées, tout ça, elle a complété à gauche. Et le calendrier s'est construit automatiquement. Et donc tout simplement, voilà, après, l'intérêt c'est qu'on formalise le déroulement de ces séquences sur la durée de la formation. Et donc dès qu'on veut mettre à jour, modifier, c'est simple, toujours en glisser-déposer, on peut déplacer ça sur le calendrier. Et donc à l'intérieur des branches, évidemment, on peut très bien mettre les documents ressources, la description des compétences qui vont être traitées à l'intérieur de cette carte mentale aussi. Donc ça marche dans le cadre de progression pédagogique, ça marche aussi dans le cadre de projets
ou là, par exemple, en TPE. Donc là, ils ont formalisé le projet TPE, les différentes activités qui doivent être faites pour faire ce projet, constitution des groupes, choix de la problématique, recherche documentaire. Donc soit passage vers le planning Gantt et on met quelques dates pour séquencer ça dans le temps, soit on peut utiliser une autre vue de l'outil qui est la vue ligne de temps, où un peu comme en histoire, on va visualiser maintenant son travail sur une frise chronologique. Donc comme ça, on va avoir une représentation dans le temps et on va avoir une vue claire du déroulement des tâches de ce projet-là. On va pouvoir présenter ça facilement à chacun des groupes, avec quelques échéances aussi, puis ça peut les aider à s'organiser. Tout simplement. Et donc toutes ces dates ont été intégrées soit dans la vue Gantt, soit dans la ligne de temps, évidemment. Donc, voilà des exemples qui peuvent être réalisés avec Mindview. Donc, Mindview, toute la partie carte mentale, vous avez vu, simple. J'insère aussi des fichiers, des liens, donc je peux centraliser tous les documents annexes. Ça, c'est important. Et c'est des choses uniques qu'on propose avec Mindview. Et ensuite, les exportations pour les différents supports. Et dans certains cas de figure, progression pédagogique, pédagogie de projet, c'est très présent dans les référentiels aujourd'hui, aller vers le Gantt et la ligne de temps. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vois que, évidemment, au niveau timing, c'est serré. Il y a pas mal de questions. Merci en tout cas. Je vais réouvrir le micro peut-être de Dominique si vous voulez faire une petite synthèse. Ce que je vais faire, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais faire donc un petit email de synthèse déjà à tout le monde. Ensuite, avec les coordonnées, nos coordonnées respectifs, et on pourra réorganiser. Donc Dominique, je viens juste d'ouvrir ça. Alors je vais juste en même temps, oui, en même temps que je vous laisse conclure, Dominique, pendant une minute ou deux. J'ai juste ouvert un petit sondage pour voir est-ce que vous êtes convaincu par l'intérêt du mind mapping et de Mindview dans le cas de ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est évidemment assez anonyme, c'est juste ça nous permet d'avoir un petit retour sur la qualité de ce qu'on a montré ici. Donc ça, vous avez ça à l'écran. Je laisse conclure Dominique. Très bien, merci. Bien, alors moi, je ne vois pas du tout les questions en fait que vous posez. Donc, bon, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec moi. Vous aurez mes coordonnées. Moi, mon site, c'est j'aitoutpourréussir.com. Je suis tout à fait disposée à répondre. Voilà, c'est des questions précises pour voilà, organiser des formations dans les établissements, ce que je fais déjà beaucoup. Je peux même aller jusqu'en Martinique, je précise. Voilà, en tout cas, je trouve que c'était. Moi, je suis complètement convaincue par Mindview. Je trouve que c'est super. Il est vrai que voilà, moi, j'interviens sur un panel très très large au niveau des enseignantes parce que je peux avoir des enseignantes du primaire jusqu'à des post-bac, jusqu'à HEC. Donc voilà, c'est très très large. Et je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement le logiciel est très complémentaire. Les jeunes apprécient et c'est l'idée de ne pas avoir forcément à recopier. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Ça peut être très stimulant pour eux. Voilà, donc moi je vous remercie. Très bien. C'était un bon webinaire. Merci,